Les coûts préétablis. Donc auparavant, au cours du S2 et ce que l'on vient de faire dans le S3, on a calculé des coûts selon différentes méthodes, des coûts complets avec centre d'analyse ou la méthode ABC, des coûts variables, le coût marginal ou l'imputation rationnelle que l'on vient de terminer. Ces coûts représentent le passé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en management une gestion au rétroviseur. Donc une bonne gestion par contre consiste aussi à préparer l'avenir, c'est-à-dire à anticiper ou avoir une démarche proactive, c'est-à-dire on essaie d'anticiper les changements à venir et donc on va établir des coûts à l'avance qu'on appelle des coûts préétablis pour pouvoir après les confronter avec le passé, le coût réel. Alors présentation des coûts préétablis. Alors le plan comptable 82 avait défini les coûts préétablis en disant que voilà, le coût préétabli donc, est un coût évalué a priori, donc avant, soit pour faciliter certains traitements analytiques, ou alors pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Exemple, j'ai un chantier, je vais faire un coût préétabli qui va me permettre déjà d'établir un devis, et après avec ce préétabli et le coût réel que je vais constater au cours des mois sur mon chantier, je vais pouvoir analyser mes écarts en fonction du temps passé et donc faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire modifier le comportement des gens pour rendre l'entreprise plus performante. Autre élément de définition, donc, ces coûts préétablis s'opposent aux coûts réels qui sont calculés a posteriori, donc après, et ces coûts réels sont appelés également coûts constatés. Les différents types de coûts préétablis. Alors il y a 4 sortes de coûts préétablis qui sont rangés par ordre d'importance, du plus simple au plus complexe. Le premier, ici, c'est ce qu'on appelle le devis. Donc le devis, ça représente le coût déterminé a priori pour une commande précise. Donc un devis, ça peut être fait assez rapidement, donc c'est pas très élaboré. On a ensuite le coût prévisionnel, on va prendre les coûts de l'année dernière et on va faire plus 2%, plus 5% sur certaines charges. Donc ce coût prévisionnel va être déterminé par l'observation statistique des périodes antérieures et par anticipation des modifications prévisibles. Je vous dis, en gros, on regarde, on sait que d'une année sur l'autre, on aura plus 5, plus 2% en fonction de l'inflation sur nos coûts, et donc on sait que l'on va avoir cette hausse sur nos charges. Le troisième niveau, c'est le coût budgété. Les coûts budgétés sont élaborés dans le cadre de budgets d'exploitation. Ils sont utilisés pour servir de référence aux différents budgets de l'entreprise. Là, on est dans une gestion beaucoup plus complexe. Mettre en place des budgets, ça suppose de mettre en place une certaine infrastructure. Donc il faut faire différents budgets, discuter avec les différents responsables des services de l'entreprise pour établir ces budgets. Ça se fait assez difficilement, ça prend un certain temps. Le dernier niveau, le quatrième, c'est donc le coût préétabli standard ou coût standard, et c'est ça qui va nous intéresser. Les coûts préétablis donc sont réalisés avec précision par une analyse à la fois technique et économique, c'est-à-dire technique par les bureaux d'études et économique par le service comptable et financier. Ils représentent généralement le caractère de normes, ils sont établis par le bureau d'études. Et là, on va établir en fait le coût d'une pièce avec le temps passé sur une pièce. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matière, comme pièce, comme temps de main-d'œuvre, temps machine, de charges directes et indirectes, et on va établir donc le coût pour une seule pièce, puis ensuite après on va faire une projection en prenant un niveau de production préétabli. Alors les composantes du coût préétabli. Pour pouvoir établir des coûts prévisionnels, il faut connaître donc les coûts nécessaires pour obtenir une unité de bien ou de service, c'est ce qu'on va appeler après un coût standard. Donc le coût total préétabli, eh bien c'est un nombre de produits préétablis multiplié par un coût unitaire préétabli de facteurs, les facteurs c'est temps et puis matière, multiplié par un coût unitaire préétabli du facteur. Et tout ça, ça va me donner donc mon coût préétabli. Le coût des facteurs dépend de la nature des charges. Alors quand on parle de charges directes de matière, le vocabulaire change un peu si vous voulez. On va parler de coût unitaire préétabli multiplié par des quantités unitaires préétablies. Quand on va parler de MOD, on va parler de taux horaire préétabli multiplié par un temps préétabli, en général en heures ou ça peut être en minutes. Et quand on parlera de charges indirectes, on va utiliser les centres d'analyse. Et pour chaque centre d'analyse, on aura un coût préétabli de l'unité d'œuvre multiplié par un nombre préétabli d'unités d'œuvre. Alors, quand on va établir donc notre fiche de coût standard, on va analyser donc les différents facteurs, les quantités de facteurs, le coût de chaque facteur.
Et on va donc établir ce qu'on appelle une fiche de coût standard. En voilà une, voilà, la fiche de coût standard d'une tonne de papier. Donc ça comprend deux types de données, des éléments quantitatifs donnés par les services techniques type bureau d'études, BE. C'est eux qui vont nous dire combien il faut ici de bois, de papier et autres, de temps passé. Et puis on a des éléments de coût qui vont être établis par le service comptable et financier parce que ici par exemple la MOD à 21 €, le bureau d'études ne peut pas l'établir. Le bois, le papier, le coût va être établi donc par le service financier en vue des factures antérieures. Donc tout ça, ça me donne ce qu'on appelle une fiche de coût standard. Pour dire les choses simplement, une fiche de coût standard, c'est comme une recette de cuisine pour faire un gâteau. Si je suis pâtissier professionnel, je vais prendre cette fiche de coût standard, la recette d'un gâteau, et puis après je vais avoir un certain niveau de production de gâteau. Donc, on va avoir des charges directes, des charges indirectes. Les charges directes ne posent pas trop de problèmes, puisqu'en fait, on va prendre directement ça et on va multiplier par le niveau de production préétabli. Les charges indirectes, par contre, vont faire l'objet d'un traitement parce qu'on va pouvoir établir ce qu'on appelle un budget flexible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir établir des projections ou des prévisions de charges indirectes en fonction de chaque centre de charges indirectes. Ou ça pourrait être fait aussi au niveau de chaque activité dans la méthode ABC. Alors le budget flexible, les coûts préétablis d'un centre d'analyse donc est composé de charges indirectes fixes et variables. Je vous ai mis voir court sur l'imputation rationnelle, on vient de faire ça. On l'appelle aussi le budget du centre. La présence de charges fixes et variables peut s'analyser sous la forme d'une équation de type y égale à x plus b, on en a déjà parlé dans l'imputation rationnelle. Donc A, c'est le charge variable standard de l'unité d'œuvre. X, c'est le niveau d'activité du centre. B, c'est le montant total des charges fixes du centre. Total, hein, attention. Et donc Y, ça va être la totalité des charges fixes et variables, variables en fonction du niveau d'activité. Donc, si je prends un tableau prévisionnel de charges indirectes, je vais avoir deux centres, un centre montage, un centre contrôle qualité. Dans chaque centre, j'ai fait une distinction entre des charges variables et fixes, puis je vais avoir différentes charges. Donc j'ai un total de charges indirectes, 20 000 € pour le centre montage variable, 35 000 de charges fixes pour le centre montage, et pour le contrôle qualité, 24 000 en variable, 32 000 en fixe. J'ai un nombre d'unités d'œuvre, 12 500 heures machine. Et puis pour contrôle qualité, ce sera des heures de main-d'œuvre directe, 16 000 heures. Donc mon coût standard de l'heure, ici ça va être le montant total de mes charges, 20 000 divisé par 12 500 unités d'œuvre, je vais avoir 1,60 €. 35 000 divisé par 12 500, 2,80 €. Je fais la même chose pour contrôle qualité, 1,50 € et 2. Donc, si après je regroupe la partie fixe et variable, mon coût d'unité d'œuvre standard, ça va être 4,40 €, 3,50 €. Si maintenant je procède à une analyse pour obtenir les fameuses équations y égale à x plus b. Si je prends le centre montage, si je refais l'analyse sous la forme d'équation, je vais avoir une équation de type y égale 1,60 €, c'est la partie variable unitaire, fois x, mon niveau de production préétabli, plus 35 000, c'est le montant des charges fixes totales du centre. Donc, je remets en jaune les éléments de l'équation. Si je fais le centre contrôle qualité, je vais avoir donc une équation de type y égale 1,5x plus 32 000, mon niveau de charge fixe totale. À partir de ces équations, je peux commencer à faire ce qu'on appelle un budget flexible, c'est-à-dire un budget avec différents niveaux d'activité qui vont me permettre de déterminer le montant de mes charges fixes pour chaque type d'activité, pour chaque niveau d'activité. Donc, si je reprends le centre contrôle qualité, on avait une équation y égale à 1,5x plus 32 000. Donc on va prendre un niveau d'activité ici 16 000, c'est mon niveau d'activité normal ou standard. C'est ce que je suis censé faire dans des conditions normales. Je vais prendre un niveau d'activité de 12 000 heures et un niveau d'activité de 20 000 heures. Donc quand je suis à 16 000 heures, je reprends les éléments que j'avais au-dessus, 24 000 € de charges variables, 32 000 € de charges fixes, au total 56 000. Si je réanalyse tout ça, j'ai un coût variable unitaire 1,50 €, un coût variable fixe 2 €, donc 3,50 € d'unité d'œuvre.
Je fais maintenant mon niveau d'activité de 12 000 heures. Donc ma partie variable va être donc variable. Je vais toujours garder le même niveau de charge variable unitaire, 1,50 €, mais maintenant je multiplie par 12 000 heures. Donc j'arrive à 18 000 € de charge variable totale. Mon niveau de charge fixe ne change pas. J'ai les charges totales pour 50 000 €. Et 50 000 € maintenant, j'ai toujours 1,50 € de charge variable unitaire, ça ne change pas. Par contre, mes charges fixes, maintenant, vont passer de 2 € à 2,67 €. On a une déséconomie d'échelle. Ça me donne un total de 4,17 €. Si je suis en surplus d'activité, eh bien, mes charges variables maintenant passent à 30 000, mes charges fixes n'ont pas bougé. Mes charges variables unitaires n'ont pas bougé. Mes charges fixes unitaires maintenant sont à 1,60 €, j'ai une économie d'échelle et j'arrive à un coût d'unité d'œuvre de 3,10 €. Donc ça va me permettre d'utiliser un budget flexible pour chaque niveau d'activité, déterminer donc le montant de mes charges indirectes. Alors l'utilisation, on va se prendre un exemple, le coût préétabli de la production prévue ou CPPP, coût préétabli de la production prévue ou coût préétabli de la production préétablie, c'est la même chose, est déterminé avant la production effective. Une fois celle-ci commencée, donc on peut calculer ce qu'on appelle un coût réel. On utilise la méthode des coûts complets, ABC ou méthode des centres d'analyse. Et l'écart entre le coût réel et le coût préétabli va s'appeler un écart total. Je prends un exemple, j'ai une entreprise qui a réalisé donc le coût réel, une production de 12 500 pièces, vous avez les charges réelles, on a un total de 2 179 100, donc j'ai de la matière, de la MOD et puis des charges indirectes. Ma production préétablie, 12 000 pièces. Donc je prévoyais de faire ça, j'ai fait ça. Je reprends mon coût standard, donc j'ai un coût standard suivant, il me faut de la matière M, de la matière N, un composant C, de la MOD et des charges indirectes. Donc le coût standard d'une unité, 171,40 €. Je reprends mes coûts constatés. Donc c'est ce que j'avais ici. Donc je réécris mes coûts constatés ou réels. Mon coût préétabli. Je vais avoir pour la matière M un coût préétabli de 12 000 pièces. Je pensais donc avoir 2 € de matière M. Donc un prix unitaire donc de 15 € ici. Et donc 12 000 x 2 x 15, 360 000 € de coût préétabli, la production préétablie. Mon écart total, c'est la différence entre les 332 500 € et les 360 000. Donc j'ai un écart de moins 27 500 €. J'aurais dû avoir 360 000 € de charge de matière M, j'en ai eu que 332 500 €, donc j'ai un écart de moins 27 500. Pour la matière N, je fais la même chose. Je pensais donc utiliser 1,5 kg de matière N à 28 € pour une production de 12 000. Par contre là j'ai un écart de 81 750 €. Je fais la même chose donc pour le reste. Et j'ai un écart total de 122 300 €. Donc mon écart total aussi, il y a une autre façon de l'écrire, c'est en fait le coût constaté total moins le coût préétabli de la production préétablie totale. Et je retombe bien sur mes 122 300 €. Vous avez une petite vidéo qui vous montre aussi sous une forme graphique le fonctionnement donc du coût constaté et du coût préétabli. Je vous laisse la regarder. Et puis donc les limites de ces coûts préétablis, eh bien pour être pertinent d'un exercice comptable à un autre, les standards, hein, donc la fiche de coût standard, ça, donc doivent être réactualisés régulièrement pour suivre l'évolution de la structure productive de l'entreprise. Les prix peuvent changer, les quantités peuvent aussi changer du fait de nouveaux investissements dans des machines plus performantes. Donc les modifications technologiques et les techniques de production en vigueur peuvent changer d'un exercice à un autre. Et puis les coûts préétablis peuvent être perçus par certains employés comme source de contraintes et engendrer donc une attitude de résistance au changement de la part des personnels concernés par leur mise en œuvre. Pour dire les choses plus concrètement, les fiches de coûts standards sont établies par des personnes dans les bureaux d'études qui vont venir chronométrer les personnes dans les ateliers ou dans les bureaux. Ils vont les regarder donc faire une production, ils vont faire donc des constats de temps passé et ensuite ils vont établir des moyennes. Eh bien,
cette attitude de contrôle va être mal perçue par les salariés parce que les salariés vont s'imaginer que derrière, évidemment, les moyennes vont être assez basses pour leur donner une contrainte supplémentaire et les obliger à avoir de meilleurs rendements. Donc on va leur mettre du stress supplémentaire. Et c'est pour ça qu'en général, c'est mal perçu.